Ce soir, au Grand Journal, Ground Zero, journée de deuil à New York, en Amérique et partout dans le monde. Un an après le coup meurtrier de Ben Laden, le souvenir des attentats fait encore mal aux Américains. C'est sûr que c'était émouvant. Moi, je ne l'ai pas vécu. Tu sais, on ne l'a pas vécu comme eux autres l'ont pu vivre. Sauf que tu pouvais voir dans leur visage comment c'était. Ce soir, nous partageons avec vous les grands moments de cette journée commémorative des victimes du World Trade Center. Et Jean Lapierre analyse l'impact des attentats du 11 septembre sur notre quotidien. Oussama Ben Laden, l'introuvable. Mort ou vivant, personne ne sait où il campe son commandement pour faire la guerre contre l'esprit du mal. Ce soir, un expert du monde musulman fait le point sur le mystère Ben Laden, son organisation et les risques qu'il y ait d'autres attentats. Et le pouvoir des poètes en riposte au pouvoir de la guerre. Des poètes québécois racontent comment ils perçoivent les événements du 11 septembre. Ce soir, Jean Lapierre donne la parole au poète planétaire Raoul Duguay, le temps d'un instant de paix. Voici le Grand Journal avec Jean Lapierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un an après les terribles événements du 11 septembre, la journée a été consacrée au recueillement, au discours patriotique, ainsi qu'au constat d'impuissance face au terrorisme international. Pierre-Jean Séguin nous raconte la journée. C'est dans le silence que les Américains se sont d'abord remémoré l'horreur du 11 septembre dernier. Quelques instants auparavant, les cornemuseurs font leur entrée à Ground Zero pour marquer le début de la cérémonie. Puis, l'ex-maire de New York brise le silence. Ahmaud Jr. Pendant que les proches des victimes déposent des fleurs au cœur de Ground Zero, les noms de 2800 personnes ayant perdu la vie dans les attentats résonnent dans le gouffre créé par la disparition des tours jumelles. Devant le Pentagone, où l'un des 4 avions détournés par les terroristes s'est écrasé, George Bush assure que les personnes décédées le 11 septembre ne sont pas mortes en vain. Pour le président américain, ces pertes de vie ont forcé les États-Unis à passer à l'action dans la guerre contre le terrorisme. Une guerre qu'il souhaite poursuivre et gagner. The planning began for a military response. Within weeks, commands went forth from this place that would clear terrorist camps and caves and liberate a nation, and within 1 year, this great building has been made whole once again. En l'honneur des victimes du vol 93 de la United Airlines, quelques milliers de personnes se recueillent à l'endroit où l'appareil s'est écrasé. Un avion où les passagers ont confronté les 4 pirates de l'air et probablement évité une attaque contre le Capitole ou la Maison-Blanche. À 10h06, heure de l'écrasement, une cloche résonne et le nom de la quarantaine de victimes est, là aussi, lu à haute voix. En début d'après-midi, le couple présidentiel joint les proches des victimes dans leurs prières. Une autre cérémonie, celle-là en l'honneur des 184 victimes disparues dans l'attaque contre le Pentagone, s'est déroulée sous très haute surveillance. And we renew our commitment to win the war that began here. Dans toutes les grandes capitales du monde, on a observé une minute de silence à 8h46 ce matin. À Paris, Jacques Chirac a participé à une cérémonie à la mémoire des victimes des attentats. Puis, à Londres, le premier ministre Tony Blair et le prince Charles ont assisté à une cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Paul, en hommage aux disparus. Chez nous, le premier ministre Jean Chrétien a assisté à une cérémonie à l'aéroport de Gander à Terre-Neuve, devant près de 3000 personnes. Mais alors même que le monde essayait de comprendre les attentats perpétrés contre Washington et le World Trade Center, ici à Gander et un peu partout au Canada, le côté le plus admirable de la nature humaine commençait déjà à se manifester. Enfin, au Québec, le premier ministre Bernard Landry a assisté à une messe à l'église Saint-Roch à Québec, aux côtés de Jean Charest. Tout autour du globe, la journée était au recueillement. Pierre-Jean Séguin, TQS, Montréal. Et on se rend maintenant à New York rejoindre notre collègue Benoît Tranche-Montagne. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Jean. Une journée remplie de dignité, d'émotion et
beaucoup de patriotisme. Les Américains ont beaucoup de leçons à donner à ce niveau-là. Oui, ils sont reconnus pour être très fiers et de leur drapeau et de leur pays. Et aujourd'hui, encore une fois, ils l'ont démontré en se rendant en grand nombre ici à Ground Zero, où on se trouve présentement pour justement commémorer la mémoire des victimes qui ont péri dans cet attentat, faut-il le rappeler, qui est survenu il y a exactement 1 an. Beaucoup d'Américains, beaucoup de New-Yorkais, beaucoup de visiteurs aussi d'un peu partout à travers le monde qui ont convergé très tôt ce matin vers le World Trade Center et Ground Zero pour obtenir les meilleures places. Il faut dire que le site était réservé à ceux qui avaient reçu des invitations, c'est donc dire les membres des familles et les proches. Pour ce qui est des curieux, bien, ils devaient se laisser guider vers des barrières de sécurité qui ne leur laissaient pas vraiment voir ce qui se passait un peu plus bas au niveau du sol à l'intérieur de ce qui est maintenant un trou béant. On a recueilli cependant beaucoup de réactions de membres de famille et de visiteurs qui étaient aussi aujourd'hui à savoir ce qu'ils ont pensé des cérémonies et ce que ça représentait pour eux. Une attitude de deuil, de respect, et nous essayons de participer, d'aider un peu les Américains dans leur effort de deuil. Both of us were here the day the towers came down. Both of us are here the last day, 1 year later. C'est sûr que c'était émouvant. Moi, je ne l'ai pas vécu. Tu sais, on ne l'a pas vécu comme eux autres l'ont pu vivre. Sauf que tu pouvais voir dans leur visage comment c'était. Je suis même allé en bas où les gens donnaient des germes de fleurs. C'était assez émouvant. Les gens pleuraient. Je suis content d'avoir vécu quand même, d'être venu ici pour voir ça. C'est spécial à voir. Là. Benoît, vous avez rencontré beaucoup de New-Yorkais. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de tourner la page? Parce qu'au fond, ça a été presque des funérailles pendant toute la dernière année. Et là, il faut que la vie reprenne son cours quand même. Oui, cependant, les parents des victimes, eux, vont dire qu'il n'est pas question pour eux de tourner la page. Ce qui s'est passé il y a de cela 1 an va rester à jamais gravé dans leur mémoire. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce trou qui se trouve tout juste de l'autre côté de la rue, cet espace vide qui était occupé autrefois par les 2 plus grandes tours au monde, les 2 plus grandes tours à bureaux qui rendaient à New York tout ce prestige, qui donnaient à New York tout ce prestige au niveau international. La question est toujours de savoir si on va reconstruire et si on reconstruit, qu'est-ce qu'on va reconstruire à cet endroit-là. Et maintenant, ce soir, j'imagine que le cirque médiatique prend fin et donc chacun va rentrer chez eux, mais bien sûr en restant un peu plus vigilant parce que la sécurité est toujours présente et vous l'avez senti, j'imagine. Oui, cette alerte-là est toujours en vigueur. Cependant, disons que le passage du président Bush a été le moment culminant au niveau de la sécurité en fin d'après-midi. Il a quitté aux alentours de 18 heures et par la suite, on a senti quand même une certaine tension s'évaporer puisque le risque d'attentat contre le président s'en allait en même temps qu'il quittait les lieux. Merci Benoît, bon retour à Montréal. Ça me fait plaisir, au revoir. Dans un instant, la guerre religieuse menée par le réseau Al-Qaïda a-t-elle eu un véritable impact sur la politique étrangère des Américains, sur l'économie mondiale et sur nos vies? Ce soir, Jean Lapierre rencontre les meilleurs experts et veut comprendre de quoi demain sera fait, immédiatement après la dernière édition avec Denis Lévesque. Bonsoir. L'anniversaire des attentats du 11 septembre a eu des effets concrets pour les compagnies aériennes. Beaucoup de gens craignaient de prendre l'avion aujourd'hui. À Dorval, il y avait pas mal moins de monde que d'habitude. Martin Robert s'y est rendu. Aéroport de Dorval hier, journée normale. Aéroport de Dorval aujourd'hui, 11 septembre. Difficile de chiffrer la baisse d'achalandage à l'aéroport, mais chose certaine, elle est bien réelle. Facile à comprendre, le principal transporteur du pays, Air Canada, a annulé 11% de ses vols à Montréal et 14% à Toronto. À travers le Canada, une centaine de vols ont été annulés, tous en direction ou en provenance des États-Unis. Nous avons annulé 11% de nos vols vers les destinations achalandées, des destinations d'affaires, c'est-à-dire New York, Boston et Washington. Il faut le mettre en contexte quand même. Mercredi, c'est une journée traditionnellement plus calme dans le transport aérien. Nous sommes entre 2 saisons. N'empêche, les événements du 11 y sont pour quelque chose, admet Air Canada, qui transportera 30% de moins de passagers aujourd'hui.
Et ce, malgré la sécurité omniprésente dans les aérogares. En fait, ceux qui ont décidé de voyager malgré tout estiment que de voler en ce mercredi est bien plus rassurant qu'en temps normal. Vous partez pour New York aujourd'hui. Exactement. Vous êtes courageuse? Oui, mais je suis pas superstitieuse. Là, j'imagine, le 11 septembre, ça aurait pu arriver un autre jour. Aujourd'hui, c'est une journée comme les autres, faut être positif. C'est sûr que ça va pas arriver rien aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas de crainte, vous? C'est une journée très normale pour moi. C'est normal pour vous? Vous n'aviez pas peur? Pas peur, non. Martin Robert, TQS, Montréal. Quand on dit qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air, un appareil de la Northwest Airlines a été dérouté après que 3 passagers se soient enfermés dans les toilettes. L'Airbus 320 qui effectuait la liaison Memphis-Las Vegas s'est posé à Fort Smith, en Arkansas. Après son atterrissage, l'avion a été encerclé par des policiers et des pompiers. Les passagers sont sortis un par un. Les passagers au comportement suspect étaient 3 hommes, apparemment d'origine arabe. La thèse terroriste semble écartée pour l'instant. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est resté nerveuse dans un avion après les attentats, c'est Tracy Ann Powers. L'an dernier, elle devait être de faction comme agent de bord dans un des appareils impliqués dans un attentat, mais elle est tombée malade. Elle travaille maintenant à Trois-Rivières et aujourd'hui, elle se souvient de ça avec beaucoup d'émotion. Dany Côté. Je pense beaucoup à mes collègues de travail qui sont partis. Comme je disais, il pleut, il pleut, il pleut. On dirait que c'est comme 6000 personnes qui pleurent en haut cette journée-là. Tracy Ann Powers aurait pu être parmi les agents de bord qui prenaient place à bord du vol numéro 11, celui qui a percuté la première tour du World Trade Center à 8h48 le 11 septembre dernier. Malade, Tracy s'était absentée de son travail. Ma meilleure amie était à New York. À ce moment-là, elle était flight attendant, elle aussi, pour Américaine, mais elle était basée à New York. Donc, tout de suite, j'ai pensé à Michelle. J'ai dit, ça se peut pas. Je commençais à appeler, puis je connaissais beaucoup de gens qui travaillaient sur ces lignes-là. Donc, j'avais des amis, et puis, bon, c'était la folie furieuse de savoir qui était à bord. Pourquoi si ça arrive à mes collègues de travail, puis il y a toute cette culpabilité-là de dire, mais pourquoi eux autres? Je remercie bon Dieu, je remercie mon père qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et puis qui devait m'aider, m'avoir envoyé un signal. Après le drame, Tracy a décidé de laisser tomber sa carrière d'agent de bord. Elle travaille maintenant comme conseillère en ressources humaines pour une compagnie de Trois-Rivières. Moi, on m'avait proposé de prendre un an sabbatique et de dire, bon, ben regarde, prends soin de toi, va réfléchir à savoir si c'est ça que tu veux faire, puis on s'en reparle l'année prochaine. Ça fait un an, et hier soir, d'ailleurs, je parlais à mes collègues de travail, et je leur ai dit, ma décision est prise. Ils me disaient toujours, quand tu vas revenir, c'est quand tu vas revenir voler. Et puis là, hier, c'était la soirée fatidique, je leur ai dit, c'est terminé. Aujourd'hui, Tracy est bien heureuse d'être à Trois-Rivières avec ses proches, mais elle réservera tout au long de sa vie un moment spécial pour cette tragédie. Tous les mois de septembre, je vais être à New York, ça c'est certain. Dany Côté, TQS, Trois-Rivières. Il y en a d'autres qui se rappellent avec beaucoup d'intensité le 11 septembre de l'an dernier. Ce sont 3 pompiers d'Hudson au Québec, les 3 seuls pompiers canadiens à avoir participé aux opérations de sauvetage à New York. Sophie Valran les a rencontrés. Je laisse ça sur le casque, toujours, tout le temps. C'est important? Oui, ouais. Parce que c'est une autre mémoire pour nous autres, que c'est quelque chose que les pompiers de New York ont nous donné pour les apporter avec nous, puis ça va rester avec nous toujours. Les frères Greg et Carl Poirier et leur capitaine de la caserne du Coquet Village d'Hudson en Montérégie n'oublieront jamais. Le senteur, qu'est-ce que j'ai vu, juste ça reste avec. C'est dur. Une chance que nous avons de très bonnes familles. Si tu vois Peter puis Greg ici dans le coin. Le 14 septembre 2001, 3 jours après les attaques terroristes contre le World Trade Center, Peter, Greg et Carl foulent le sol de Ground Zero. Comme en témoigne cette photo publiée dans le Reader's Digest, ils seront d'ailleurs les premiers et seuls pompiers canadiens à le faire. Pendant 4 jours, ils travaillent d'arrache-pied du lever au coucher du soleil dans l'espoir de sauver des vies. Ils ne trouveront aucun survivant parmi les débris. Dans cette carte, un petit New-Yorkais a tout de même voulu leur dire merci. Ici, c'est une carte qui vraiment nous touche. Un petit message à l'intérieur qui dit merci beaucoup pour avoir sauvé des vies, ce qui nous faisait mal au cœur parce que nous n'avons pas pu accomplir cela. Les 3 inséparables retourneront pour une première fois à New York en octobre pour revoir leurs confrères et leur remettre un chèque de 5 000 $ amassé grâce à un marathon bénéfice.
Sophie Vallerand, TQS, Hudson. Un autre événement qui rappelle des souvenirs malheureux, il y a eu une alerte à l'anthrax aujourd'hui dans une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un employé de cette compagnie, la compagnie Orlicamp, qui œuvre dans le secteur militaire, a découvert de la poudre dans une enveloppe. L'entreprise n'a pas été évacuée, mais l'employé en question a été décontaminé. Des analyses seront effectuées pour connaître la teneur de la substance qui se trouvait dans l'enveloppe. Les marchés boursiers nord-américains ont été peu actifs aujourd'hui alors que les courtiers se sont remémorés lors de cérémonies des attentats qui ont coûté la vie à plusieurs de leurs collègues l'an dernier. À la bourse de New York, près de Ground Zero, les transactions n'ont débuté qu'à midi. La Terre a quand même continué de tourner. C'est à droite que ça a tourné au Québec aujourd'hui. Le ministre des Transports, Serge Ménard, a annoncé que le virage à droite au feu rouge sera autorisé à compter du printemps 2003. Toutefois, Montréal sera une exception. Mario Vaillancourt. C'est pour s'harmoniser au reste de l'Amérique du Nord que Québec va finalement de l'avant. Nous voulons harmoniser nos règles de circulation avec le reste de l'Amérique du Nord. Et parce que les risques sont vraiment minimes. Décision qui arrive après des mois de remise en question et de tiraillement. Serge Ménard se base sur le rapport de l'expert Michel Goux de l'École polytechnique de Montréal qui concluait qu'il n'y a ni avantage ni inconvénient majeur sur la sécurité à autoriser le virage à droite sur feu rouge. On promet qu'une campagne de sensibilisation musclée sera mise en place pour minimiser les impacts. Parce que dans le passé, nous avons obtenu de très bons résultats sur la conduite avec faculté affaiblie, sur le port de la ceinture de sécurité, à tel point que nous avons le meilleur bilan routier au Canada. Les opposants au projet, comme les non-voyants, croient que la sécurité des personnes handicapées sera vraiment menacée. Vous savez, nous autres, la seule indice qu'on a quand on ne voit pas, c'est d'écouter le trafic. Et si le trafic peut tourner quand il veut à droite, on a plus de sécurité à ce niveau-là. Les automobilistes avaient bien hâte que le ministre se branche enfin. Pourquoi? Pour être comme partout. Être standard. Je suis bien d'accord parce que moi je travaille sur la route, là, donc ça va faciliter la circulation. Je crois qu'on est capable de le faire. La Ville de Montréal, qui n'était pas très chaude à l'idée, fait exception. Le gouvernement laisse le choix aux autorités de la Ville de trancher le débat. Le maire de Montréal lui promet une consultation publique sur la question. Il ne faut pas créer deux classes de citoyens. Par contre, il faut réaliser qu'à Montréal, il y a des préoccupations qui sont différentes, notamment dans certains arrondissements où la densité de la population est importante. Pour Marc Bellemare, qui défend la cause des accidentés de la route, le virage à droite sur feu rouge est risqué. Il croit que cette mesure est électoraliste. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accident grave dans le cadre du projet pilote de M. Chevrette que c'est une mesure qui n'est pas dangereuse. Mario Vaillancourt, TQS, à Québec. Et une autre grosse décision du gouvernement, celle-là dans le dossier de Murdochville. Il a décidé de maintenir la ville ouverte, même si la population avait souhaité son démantèlement dans une proportion de 65 % lors d'un référendum. Le ministre des Régions, Rémi Trudel, promet d'annoncer sous peu une série de mesures pour aider les ex-travailleurs de Noranda à se recycler. Toutefois, Québec n'indemnisera pas les résidents qui veulent déménager. M. Trudel a admis que la crainte de créer un dangereux précédent a motivé en partie la décision. À Murdochville, aujourd'hui, le maire Marc Mainville estime que le gouvernement refuse d'écouter les citoyens, alors que le syndicat des travailleurs de la fonderie Gaspé est profondément déçu. Une prostituée sidéenne de 39 ans de Québec, Guylaine Labrec, a été condamnée à 4 ans de pénitencier pour avoir tenté de transmettre sa maladie à une mère de famille de 26 ans en mars dernier. L'incident a eu lieu dans le portique d'un bar d'où l'accusé avait été expulsé. Guylaine Labrec, également atteinte des hépatites B et C, en plus de l'herpès, avait mordu le pouce de sa victime jusqu'à l'os. Le juge a dit avoir tenu compte du risque de récidive et des torts causés à la victime. Une sentence très attendue aujourd'hui au Palais de justice de Saint-Jérôme, celle de Thierry Truchet, un enragé du volant, qui est responsable de la mort d'un automobiliste de 39 ans. C'est arrivé la journée de la fête des pères, il y a 2 ans. Alors, Truchet a écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans moins un jour. Pat Sursis a toutefois tranché le juge Valmont-Beaulieu. Le chauffeur devra faire son temps en prison. Bien, c'est sûr que je suis content, là. Puis comme, tu sais, sa femme a pleuré, ça me dérange pas vraiment, là. Bien, c'est sûr que je suis bien content qu'il purge ça, mais sauf que ça donnera rien, là, mais... Oui, je suis contente qu'il aille en prison, mais ça ne ramènera jamais l'homme que j'ai perdu. Ça ne remplacera jamais le père de mon enfant. Puis je souhaite qu'à toutes les années, avec des pères qui se souviennent qu'il a tué un père de famille, qu'ils ne l'oublient jamais, parce que nous autres, on ne l'oubliera jamais.
Robert Audet, un honnête père de famille de 39 ans, conduisait cette Mazda rouge à la fête des pères le 18 juin 2000 lorsqu'un enragé du volant, qui coursait avec un autre enragé à plus de 140 km/h, a perdu la maîtrise de son bolide sur l'autoroute 640 à Saint-Eustache et percuté de plein fouet la voiture de la famille Audet, qui roulait en direction opposée. Robert Audet est mort sur le coup. Son épouse et son fils ont subi de graves blessures. On parle de sentences qui varient habituellement entre 1 année et 3 ans. Et des fois, on applique la collectivité. Ici, je crois que 2 ans moins un jour ferme. Ça envoie un message suffisamment clair. Je ne qualifie pas la sentence de sévère. C'est une sentence raisonnable. Sauf qu'il n'a pas voulu accorder le sursis. Et c'est ce que je dois examiner maintenant. Les parents de la victime avaient bien du mal à cacher leur déception et leur peine. Disons qu'il va faire 4 mois, comme l'avocat a dit. Il va avoir des permissions. Fait que c'est quoi la sentence, en réalité? L'autre accusé dans cette triste affaire, Alexandre Tardif, subira son procès le 20 septembre. Joël Goulet, TQS, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Une poursuite de 75 000 $ a été déposée par une jeune fille de 18 ans contre les responsables de la gestion du pont Jacques-Cartier. Elle rentrait chez elle à pied quand, pour éviter un camion sur le pont, elle a sauté un parapet pour aboutir sur une poutre puisqu'il n'y avait pas de trottoir à ce moment-là. Sa chute lui a occasionné des ecchymoses au dos, aux jambes et aux pieds. Elle blâme les responsables de ne pas avoir bloqué l'accès aux piétons. À l'étranger, au Proche-Orient, d'abord, une partie de bras de fer entre Yasser Arafat et les députés palestiniens a provoqué la démission du gouvernement. Le président de l'autorité palestinienne avait fixé au 20 janvier 2003 la date des prochaines élections dans une ultime tentative visant à calmer les députés qui jugent insuffisantes les réformes entreprises par l'autorité palestinienne. La manœuvre a toutefois échoué quand les députés ont exigé un vote de confiance sur le gouvernement composé de 21 membres. Un répit pour l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic. Son procès pour crime de guerre qui s'est ouvert il y a déjà 7 mois vient d'être suspendu pour les 2 prochaines semaines. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a maintenant bouclé l'examen des accusations qui concernent le Kosovo. À partir du 26 septembre, on va se pencher sur 61 chefs d'accusation relatifs aux crimes commis en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. En terminant, le sud-est de la France a subi de violents orages qui ont causé des inondations qui jusqu'ici ont coûté la vie à 23 personnes. Ce sont les régions du Gers, du Vaucluse et du Hérault qui ont été les plus durement touchées. Des milliers de personnes ont été évacuées et doivent être abritées dans des centres d'hébergement. Voilà qui complète ces informations. Jean Lapierre sera de retour après la pause. Depuis le 11 septembre dernier, le monde du sport a changé. Mais à quel point? Quelles leçons ont été tirées? Est-on revenu à la normale plus vite que les autres? Bertrand Raymond, Michel Bergeron et Michel Villeneuve en débattront ce soir à 110%. Avez-vous entendu parler de l'ouragan Gustave? Il va toucher terre cette nuit en Nouvelle-Écosse et au Québec. C'est les îles de la Madeleine qui seront affectées. Environnement Canada annonce un avertissement de marée de tempête. Ça veut dire que le niveau de l'eau sur le littoral sera dangereusement élevé. Il y aura de fortes précipitations, des vents très violents pouvant atteindre les 110 km/h. Alors les gens des îles de la Madeleine, il faudra prévoir le coup. Ne vous inquiétez pas, tout ça devrait diminuer vers la fin de la journée demain. Mais partout ailleurs au Québec, cependant, ce sera très beau demain. Du soleil à Montréal, également pour l'Outaouais. Québec, ensoleillé, passage nuageux. On prévoit un ciel variable au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la péninsule gaspésienne. Côte-Nord, du soleil et un petit peu de pluie pour l'Abitibi-Témiscamingue avec des températures plutôt saisonnières. Ça va grimper un petit peu pour le reste de la semaine, sauf que c'est le retour des averses et même pour le week-end. Je vous en reparle tout à l'heure. Un an plus tard, qu'en est-il de la menace qui plane sur le monde occidental? Les événements du 11 septembre ont-ils changé l'attitude des États-Unis à l'égard du monde arabe et musulman? Dans un instant, avec Jean Lapierre. C'est le temps plus que jamais à l'adolescence de nous encourager à mettre toutes nos énergies dans ce que nous entreprenons, à l'école comme dans la vie. C'est pas le temps de lâcher, on a besoin de vous. N'ayez pas peur, vous en ferez jamais trop. Vous ne croyez pas qu'un essuie-tout puisse venir à bout de ce gros dégât? Essayez Bounty doublement gaufré. Une seule feuille est si robuste qu'elle résiste jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Chaque feuille est gaufrée une première fois, puis une seconde, pour être plus résistante une fois mouillée.
Bounty doublement gaufré est fait pour durer jusqu'à ce que la tâche soit terminée. L'essuie-tout rapido presto gaufré, Bounty. Stéréo Plus fête ses 20 ans. On nomme 20 personnes à Los Angeles pour assister au American Music Awards, accompagnés par la pop star William Surtees. En plus, 200 000 $ de prix à gagner, dont 15 000 prix instantanés de Tim Hortons et Super Q Vidéotron. Cinéma Maison Pioneer Lifestyle, 41 $ par mois sans intérêt. Et jusqu'à 36 mois sans intérêt. Une vraie fête. Stéréo Plus. Équipé pour divertir. Puissance extrême. Confort parfait. Discret. Design. Mais surtout, parfaitement silencieux. Stelpro Design vous présente l'unique convecteur de salle de bain combinant la convection naturelle totalement silencieuse et la chaleur à air forcé. Beaucoup de chaleur au moment désiré. Exigez l'unique 0 décibel de Stelpro Design. Chez Meubles en vrac, vous payez toujours moins cher vos meubles. Meubles en vrac paie les taxes sur toute la marchandise à prix régulier en inventaire, sauf les électroménagers. Premier arrivé, premier servi. C'est la promotion, on paie les taxes. Meubles en vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, profitez-en. La liquidation GM, ça se passe chez Trois-Rivières Chevrolet. Alero, Malibu, Venture, petit et gros pick-up, tout doit sortir. En septembre, près de 50 cavaliers à liquider au plus bas prix. Des modèles 2 ou 4 portes à seulement 178 $ par mois. Pas de premier paiement ni aucun dépôt de sécurité. Durant la liquidation GM de Trois-Rivières Chevrolet, obtenez un taux de financement à l'achat à partir de 0% sur la plupart des modèles. Trois-Rivières Chevrolet, complice de vos moments magiques. Chez Meubles en vrac, vous payez toujours moins cher vos meubles. Meubles en vrac paie les taxes sur toute la marchandise à prix régulier en inventaire, sauf les électroménagers. Premier arrivé, premier servi. C'est la promotion, on paie les taxes. Meubles en vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières, profitez-en. Jeudi à Flash, on rencontre l'humoriste Jean-Michel Anctil en direct juste avant son spectacle. Directement de Toronto, Kate Hudson, Michael Caine et Julianne Moore. Aussi, les nouvelles créations du designer ISO. Flash, certifié ISO 2003. 18h30. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Pour faire le bilan un an plus tard et surtout nous projeter vers l'avenir, on reçoit M. Jean-Philippe Racicot, qui est politologue et chercheur à la chaire d'études stratégiques de l'UQAM, ainsi que M. Clément Gignac, économiste en chef à la Banque nationale du Canada, et finalement le commandant Denis Desroches, qui est responsable du dossier antiterroriste au SPVM. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. M. Gignac, peut-être en commençant, après le 11 septembre, on avait tous des scénarios de catastrophe économique. Tout le monde disait l'économie mondiale peut s'effondrer. C'est pas de même que ça s'est passé, mais un an plus tard, est-ce qu'on s'est remis du 11 septembre? En fait, il faut distinguer entre l'économie et la bourse. Au niveau de l'économie, vous avez raison, les craintes appréhendées ne sont pas matérialisées. Les autorités américaines ont très bien réagi. La Réserve fédérale a baissé le taux d'intérêt beaucoup et le gouvernement a dépensé beaucoup. Il est venu une aide à New York. Donc, le consommateur n'a pas lâché. Il a continué à dépenser. Du côté de la bourse, c'est une autre paire de manches. Dans le cas du Canada, au niveau de l'économie canadienne, on avait des craintes que les frontières resteraient barrées pendant longtemps, que peut-être on tomberait en dépression. Non, ça s'est harmonisé assez rapidement, puis l'économie canadienne va assez bien. Donc, les scénarios de catastrophe ne se sont pas matérialisés, mais maintenant, est-ce qu'il y a eu des opportunités créées par le 11 septembre ou finalement, ça s'est estompé avec le temps dans les autres données économiques? Non, c'est ça. C'est qu'au niveau de l'économie, comme je vous dis, les craintes appréhendées ne sont pas matérialisées. Au niveau de la bourse, ça a été toute une paire de manches. Alors que le 11 septembre, au niveau humain, c'était une vraie tragédie, les terroristes. En fait, au niveau de la bourse, les terroristes n'étaient pas ceux du 11 septembre. C'était ceux qui ont été Enron, Anderson, OneCom. Et là, à ce moment-là, les terroristes sont venus de l'intérieur. C'est venu au niveau des entreprises américaines qui ont joué avec les chiffres, malheureusement. Et au niveau de la sécurité, on était tous inquiets. On disait, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que la sécurité va être tellement renforcée qu'on va perdre nos libertés? Là aussi, on a l'impression qu'on avait eu des scénarios de catastrophe, puis que finalement, on vit relativement bien, puis on ne se sent pas persécuté, là. Non, effectivement, au niveau de la sécurité, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'impact majeur pour les citoyens. Évidemment, on doit travailler très fort à préparer, autant prévenir la commission d'un acte terroriste et également préparer comment on va gérer une crise si jamais elle survient. Donc, il faut travailler activement à développer nos plans de contingence,
tout le monde ensemble. Je pense que dans le domaine des mesures d'urgence, il y a un mot-clé qui est ressorti, c'est concertation. Travaillons tout le monde ensemble. Je pense que l'événement de New York nous démontre très bien que c'est seulement en travaillant coude à coude qu'on va y arriver. Est-ce que ça vous a obligé à reviser vos plans d'intervention? Est-ce que vous avez refait vos devoirs? Oui, en fait, on a complété parce qu'on était habitué à gérer la crise du verglas ou d'autres types de crises, mais on fait maintenant face à des nouveaux défis, que ce soit le bioterrorisme, que ce soit l'effondrement de structure. C'est des choses qu'on n'était pas encore habitués à travailler avec. Ça nous a amené à travailler de nouvelles façons de faire pour faire face à des nouveaux défis et travailler en équipe pour développer ça conjointement, tout le monde ensemble, travailler sur le terrain avec les pompiers, avec les ambulanciers, avec les gens de la santé publique, pour prendre en charge les citoyens ou les gens qui vont être affectés par des crises de ce type-là et protéger les citoyens de la Ville de Montréal. Au niveau diplomatique, cependant, il y a eu beaucoup d'actions. Au début, les États-Unis avaient rallié beaucoup d'alliés, bien sûr. Maintenant, on a l'impression que là, chacun recommence à prendre ses distances. Donc, les États-Unis n'ont pas pu profiter et bâtir des alliances là, éternelles avec ça. Oui, mais par contre, je dirais que c'est un peu de leur faute aussi. En insistant d'agir ou de vouloir agir de façon unilatérale, les Américains ont repoussé beaucoup de leurs alliés initiaux, si on retourne à l'automne dernier. Probablement que demain, on va voir de la part de M. Bush une tentative d'essayer de renouer, rebâtir la confiance internationale face à la question irakienne. Est-ce que le Canada s'est donné un nouveau profil? On a été des bons gars, on a reçu les avions à Gander et tout ça, mais en dehors de ça, est-ce qu'on s'est illustré suite à cette crise? Moi, je dirais qu'en tant que Canadien, je suis fier de la participation du Canada dans les gestes qui ont suivi le 11 septembre. Est-ce que les Américains le reconnaissent tout autant? Je dirais qu'au niveau personnel, au niveau des citoyens américains qui ont été accueillis à Gander, on l'a vu dans les derniers jours, il y a beaucoup de reconnaissance. Au niveau politique aussi, mais je dirais que la réaction américaine aurait pu être beaucoup plus chaleureuse. Mais au niveau politique, on a tous l'impression que les relations entre M. Bush et M. Chrétien sont plutôt frigorifiques. Plutôt tendu, certainement pas aussi cordial qu'elle ne l'était avec le président Clinton. On essaie désespérément, je crois, surtout du côté canadien, à essayer de créer un climat de confiance, un climat de chaleur. Et je dirais que sur une base quotidienne, dans les échanges entre les différentes organisations, c'est le cas. Mais au plus haut niveau, je ne suis pas certain que le courant passe beaucoup entre les deux chefs d'État. Est-ce qu'on se dirait que le citoyen aujourd'hui, après les événements du 11 septembre, surtout au niveau sécurité personnelle, est-ce que le citoyen a des raisons de croire qu'il est plus en sécurité aujourd'hui qu'il l'était il y a un an? Bien, en fait, c'est évident qu'il y a eu des démarches importantes de fait. Il y a des projets, il y a des lois qui ont été adoptées en termes d'enquête pour la protection des citoyens. Il y a des démarches de fait encore qui ont été faites pour réunir. Je pense que, encore une fois, c'est le partage de l'information, partage de l'expertise qui va nous amener à avoir une meilleure idée de la menace et à pouvoir être proactif dans nos démarches pour pouvoir sécuriser les citoyens. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, oui, il y a des efforts importants qui ont été faits et qui continuent. C'est un dossier qui va avoir du développement à moyen terme encore pour pouvoir aller plus loin là-dedans dans la protection, dans le partage de l'information. Le lendemain du 11 septembre, il y avait des cyniques ou peut-être des opportunistes qui disaient « Ouais, mais il va y avoir quand même des opportunités d'affaires pour le Canada, notre proximité, notre spécialité avec les poutres d'acier, des histoires comme ça. » Pas vu beaucoup de contrats accordés à des firmes canadiennes, et même au niveau militaire, parce qu'il y a eu augmentation d'activité militaire. Ça n'a pas été un Klondike pour le Canada? Non, pas beaucoup. Et en fait, il y a certaines compagnies qu'on connaît bien ici au Québec, comme Bombardier, qui à l'époque se vendaient à 18 $, qui est maintenant en arrache parce que leurs clients font ni plus ni moins faillite. On parle des compagnies d'aviation américaines. Et donc, ils n'arrachent beaucoup. Les chefs d'entreprise, on ne parle pas de renouveler, d'acheter un jet privé de ce temps-ci, avec ce qui se passe dans l'économie. Donc, il n'y a pas eu tant d'opportunités que ça. Par contre, au niveau du Canada, on crée quand même beaucoup d'emplois parce que le consommateur canadien, lui, a confiance. Bien justement, on a l'impression que le Canada, a pris ses distances des Américains au niveau de la création d'emplois et au niveau de l'économie. On dirait qu'on n'a pas été liés là, directement comme on l'est habituellement. Oui, on a fait mentir le vieux adage qui disait que quand les Américains attrapaient un petit rhume, là, nous, on prenait la grippe. C'est l'inverse qui s'est passé. Il y a toutes sortes de raisons. On est des exportateurs nets, excusez-moi, de pétrole, d'électricité. Quand le prix du pétrole passe de 15 à 30 $, le Canada en bénéficie beaucoup plus. Au niveau manufacturier, on a une devise très, très faible. Donc, finalement, on exporte beaucoup plus. On ne produit pas beaucoup de computers au Canada, d'ordinateurs.
ordinateurs personnels. L'industrie des logiciels est très faible, alors que celle-ci, elle se fait beaucoup affecter aux États-Unis. Donc, il y a toutes sortes de raisons, y compris le fait qu'il y a une demande refoulée au Canada. On est maintenant le seul pays qui a un budget équilibré. On parle de baisse d'impôts. Donc, tout ça stimule l'économie canadienne. Donc, c'est une première. On n'a jamais vu ça en 50 ans, qu'il y a une récession aux États-Unis, puis que nous, on passe comme si la tempête était passée au sud. Monsieur Racicot, quand on regarde l'année qui s'est passée, au niveau militaire et tout ça, il y a eu de l'activité, mais on a l'impression qu'il n'y a rien de réglé. Est-ce que ça se peut que, finalement, on a fait du surplace, on a prétendu faire de grandes actions, mais on a l'impression que la menace terroriste semble toujours présente. D'ailleurs, hier, l'alarme orange démontrait que, finalement, les Américains ne sont pas au-dessus de leurs affaires. Le problème, c'est qu'on utilise le terme guerre au terrorisme. Et traditionnellement, dans une guerre, on s'attend à avoir une ligne de front précise, une progression, des pertes, ainsi de suite. En fait, la guerre au terrorisme, ça s'apparente à la guerre à la drogue ou à la guerre à la pauvreté. On peut faire des progrès, mais ultimement, c'est une guerre qui s'étend sur tellement une longue période de temps que l'analogie guerrière est mal née en partant. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. En Afghanistan, il y a eu une opération militaire qui a été très bien menée. Le problème, c'est ce qui va suivre. Est-ce qu'au niveau politique, la situation va pouvoir être stabilisée? Et on va voir cela au courant des prochains mois, prochaines années. Mais justement, le Canada aussi a été pointé du doigt au début en disant qu'on était une espèce de refuge pour terroristes et tout ça. Puis on se sentait un petit peu coupable. On dit, est-ce que nos lois sont trop permissives? Mais à la fin, on n'a pas fait la démonstration qu'on était un si grand refuge que ça, là. Non, en fait, surtout à la suite des événements du 11 septembre, on a réalisé que les terroristes, en fait, étaient bien installés, bien campés aux États-Unis. La plupart d'entre eux, leurs papiers étaient en règle, en fait, les visas avaient été accordés. Donc, les Américains, avant de pointer le doigt vers le Canada en termes de terre d'accueil, doivent eux aussi regarder leurs propres mesures de sécurité, d'immigration, et c'est ce qui a été fait. Dans les deux cas, c'est clair qu'il y avait des lacunes, et celles-ci ont été adressées au cours de la dernière année. L'important, c'est de ne pas aller trop loin dans le sens opposé du balancier. Mais messieurs, en conclusion, comme Canadiens, on a tous des bonnes raisons de dormir tranquille ce soir et d'espérer dans l'économie, dans la sécurité personnelle et dans la diplomatie, je l'espère. Merci beaucoup. Oussama Ben Laden demeure toujours introuvable et fait encore peur au monde libre. Dans un instant, Ben Laden est-il encore une menace? Nos goûts pour la musique sont très différents. Mais notre couleur est la même. Auburn foncé numéro 112 de Nice and Easy. Une coloration qui dure, qui me fait vibrer. En parfaite harmonie avec moi. Elle s'harmonise avec mes reflets naturels. Et me donne une couleur sans pareil. Avec une subtile différence, moi. Une couleur naturelle bien à moi. La meilleure couleur qui soit. Nice and Easy de Clairol. Une beauté à votre image. Journée de la culture, les 27, 28 et 29 septembre. De la culture pour tous. Sécurité Plus vous présente les vêtements de travail Big Bill. Chez Sécurité Plus, on peut servir les plus grands et aussi les plus petits. On a plus de 1000 paires de pantalons en inventaire, et ce jusqu'à la taille 60, dans des styles tels que jeans ou cargo. Plus de 500 chemises dans toutes les pointures et dans la longueur des manches qui vous convient. Vêtements pour dames, pas de problème, la collection Big Bill pour dames est disponible chez Sécurité Plus. Et toujours en inventaire, le meilleur choix, la meilleure qualité au meilleur prix. Sécurité Plus, Boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. L'université, c'est un centre de savoir. Et le savoir ne peut pas appartenir à un seul lieu. Donc, il faut communiquer avec d'autres, il faut travailler avec d'autres au niveau national et au niveau international. C'est parce que nous sommes à la fine pointe, et c'est parce que nous sommes à la fine pointe que nous travaillons au niveau international. C'est le rôle de l'université de partager du savoir pour l'enrichir et ensuite de passer aux étudiants. Et non seulement aux étudiants, d'ailleurs, aux entreprises aussi. Faire équipe. Bâtir demain avec l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Les 20, 21 et 22 septembre, c'est la foire agroalimentaire d'automne de Grand Saint-Esprit, la plus importante au centre du Québec. Plus de 90 kiosques de produits supérieurs, plein d'activités, des voitures anciennes et des tours d'hélicoptères. Conférence de Philippe Mollet sur les huiles d'olive, samedi 15h. Dégustation vin et fromage avec Jules Roiseux, samedi 18h. Mario Julien, chef de l'année 2001, Jean-François Plante et les chefs réputés de la région seront également présents. Les 20, 21 et 22 septembre, rendez-vous à Grand Saint-Esprit et faites vos provisions pour l'automne. Au 60e étage, où là on a été freiné par l'arrivée des pompiers, puisque au 60e étage, donc on n'avançait plus pour laisser passer une centaine de jeunes pompiers qui montaient suintant avec tout leur matériel. Et les pompiers sont passés, ça a bien duré 10-15 minutes pour les laisser passer, ensuite on a continué à descendre. Ces pompiers qui sont probablement morts. Absolument. Plus ils descendent, plus il y a du monde dans les escaliers, plus l'évacuation est lente. La descente dure finalement 50 minutes. Bruno et Jean arrivent tous deux à l'extérieur de la tour nord à peu près en même temps. Et ce n'est qu'une fois rendus dehors qu'ils réalisent que les deux tours sont en feu. Jean et Bruno sont encore tout près des tours quand soudainement la tour sud s'effondre. Là, je me projette en avant littéralement et je pense qu'il y a le souffle aussi du nuage qui me pousse en avant. Et il y a tous ces gens qui courent autour de moi, dont j'entends les hurlements. Et puis là, bien sûr, il n'y a pas de circulation et je traverse. Je vais me cacher derrière un des piliers de cette agence bancaire. Non loin de là, Jean aussi trouve refuge dans le hall d'un édifice. Je croyais dans le film The Day After, puisqu'il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien, c'était uniquement un nuage de fumée partout, avec des passants qui passaient totalement à gare, tout cendré. Il n'y avait plus personne n'avait de couleur, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit chinois, qu'on est tous pareils, tous cendrés. Comme si on s'était roulé dans la cendre. Peu après, c'est la tour nord qui s'effondre. Leur tour, celle qui loge leur bureau. Ordinateurs, banques de données, documents, des années de travail sont engloutis par le monstre de poussière. Cette explosion, ce fracas, et ça m'a déchiré jusqu'au fond des tripes, parce que c'était mon entreprise, c'était ma vie depuis des années de travail. J'ai jamais pensé, j'ai pensé, ça y est, c'est en train de s'effondrer. Et là, j'ai compris. Là, j'ai plus ou moins admis. Dans son malheur, Bruno a de la chance. Il est en vie. Ses 3 employés également réussissent à s'échapper à temps. Jean a moins de chance. À 8h46, 13 des 55 employés étaient au travail. 2 ont perdu la vie. On pense qu'ils ont péri au 89e étage, asphyxiés ou brûlés par l'explosion du carburant de l'avion. 12 septembre, au lendemain de l'attaque, il faut rebâtir. Et là, Bruno et Jean connaîtront des expériences vraiment différentes. D'abord, la recherche de nouveaux bureaux. Bruno réussit à trouver un espace vacant, mais c'est 4 fois plus petit que ce qu'il avait au World Trade Center. Jean, au contraire, bénéficie de la générosité immédiate du plus gros client de son entreprise, le géant de l'assurance, MetLife. 6 jours seulement après l'attentat, Jean et ses collègues sont relogés dans des bureaux libres de MetLife à New York. Donc dès le lundi, on a eu vraiment tout ce qu'il nous fallait pour repartir. Certes, on n'était pas chez nous, mais... Vous êtes chanceux? Ah, très chanceux. Très chanceux. De ce côté-là, très chanceux. Une fois les bureaux trouvés, il faut ensuite se doter de nouveaux outils de travail. Dans l'effondrement, Bruno a perdu toutes ses banques de données. Alors le plus gros du travail, bien sûr, ça a été de reconstituer nos banques de données, puisque les copies de sauvegarde, moi, j'avais laissé au bureau, en étant tout à fait réglo, je dirais, en n'emmenant rien avec moi. Et je l'ai cruellement regretté ensuite, parce qu'on aurait pu redémarrer immédiatement si j'avais eu ces copies. Et ça a demandé aussi 3 mois, 4 mois, et on continue encore à remettre à jour nos banques de données. On n'arrivera jamais à obtenir la même qualité de banque de données que celle qu'on avait auparavant. Ce sera beaucoup plus simple pour l'entreprise de Jean. Parce que Dieu soit oui, une fois encore, toutes les informations existantes sur des clients existants, étaient toutes backup par le central via MetLife, donc tout était gardé. Par contre, tout ce qui était non client... donc une copie à l'extérieur. Par contre, tout ce qui était non client, donc tout ce qui était prospection, qui pour nous, en tant que commerciaux, est le futur, bon bah là, tout est parti. Donc là, il a fallu recommencer à zéro.
Pour éviter de longues batailles, Bruno conclut rapidement une entente avec sa compagnie d'assurance et obtient également une certaine aide des agences gouvernementales. C'est temps de racheter des ordinateurs, des systèmes téléphoniques, du mobilier, de la papeterie. Les marchands ont le gros bout du bâton. Des dizaines d'entreprises du World Trade Center magasinent en même temps. Bruno a plusieurs fois le sentiment de se faire arnaquer par les fournisseurs. Je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que ça me laisse encore un goût assez amer, mais il y a eu des gens qui ont essayé d'en profiter, c'est certain. De quelle façon? Soit en augmentant des prix, soit en refusant le business que l'on pouvait apporter parce qu'il était trop petit, soit en essayant d'utiliser notre position de faiblesse pour renégocier des choses déjà acquises normalement. Il a mis plusieurs mois à reconstruire son entreprise. Ça a été très difficile. Mais le découragement, il a existé et certains soirs j'ai cru que on s'en sortira jamais. Et puis on passait une bonne nuit et puis le lendemain on redémarre. Mais c'est vrai que ça a vraiment été dur. Mais New York, c'est New York. On n'aurait jamais réussi à reconstruire de cette manière si on avait été ailleurs qu'à New York. D'abord parce que dans cette ville, il y a un enthousiasme absolument extraordinaire et un sens du défi qui n'existe nulle part ailleurs au monde, je pense. Mais aussi parce que du point de vue logistique, tout est ouvert 24 heures sur 24 et on peut avancer très vite. Acheter du matériel. Acheter du matériel, de l'équipement, soit par Internet, soit dans la rue, parce que les services de copie sont ouverts 24 heures sur 24. Et c'est comme ça que les entreprises de Bruno et Jean ont été remises sur pied et fonctionnent aujourd'hui à plein régime. Je crois que d'un point de vue financier, d'un point de vue opérationnel, on est à 100% remis, voire même je dirais 150%. Parce que hyper motivé, hyper ressoudé au niveau de l'équipe, de team de la société. D'un point de vue psychologique, c'est encore autre chose. Chacun a subi différemment les événements, les a interprétés de façon différente. Et je ne dirais certainement pas que les gens sont à 100% d'un point de vue psychologique. Dans l'entreprise de Jehan, 42 des 55 employés n'étaient pas encore arrivés au travail au moment de l'impact. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que aussi bien ceux qui étaient présents que ceux qui étaient absents, il y a une solidarité totale qui s'est faite, une symbiose qui s'est faite à travers tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde veille sur l'autre depuis ces événements, beaucoup plus que ça l'était avant. Ça, c'est une artiste. Une de mes activités au World Trade Center était de représenter de jeunes artistes aux États-Unis. Bruno trouve chez lui le réconfort et connaît un relatif retour à la normale. La question de la période de deuil, comment elle s'est vécue? Combien de temps ça a duré? Comment ça s'est passé? La période de deuil n'est pas terminée. Parce que je me rends compte qu'il y a encore un certain nombre de choses que je ne peux pas discuter, que je ne peux pas approcher. Il y a des sentiments qui sont encore au fond de moi, je ne maîtrise pas. Pour l'aider, il a écrit un livre sur son expérience. World Trade Center, 47e étage. Il a changé. Bruno, par exemple, est devenu beaucoup plus radical face au terrorisme. Les terroristes à l'heure actuelle sont des gens qui sont avides de pouvoir et avides d'argent. Je ne vois plus le monde de la même manière. Les idéaux auxquels j'étais très attaché, il y en a un certain nombre qui sont littéralement écroulés. Tu ne rendras pas, par exemple, tu ne tendras l'autre joue et ainsi de suite. C'est terminé pour moi. C'est terminé. On m'a fait du mal et j'espère pouvoir être défendu et j'espère que ce mal sera combattu. Jehan, quant à lui, reste encore aujourd'hui stupéfait par la chance qu'il a eue. En étant au 89e étage, il est vraiment passé près de la mort. Donc si on est là, c'est vraiment qu'on a de la chance et que malheureusement, il y a des tas qui n'ont pas eu cette chance. Donc on n'a fait pas le deuil de 2 collègues, mais on fait le deuil de 2800 personnes qui ont pu décéder et qui n'ont pas eu la chance qu'on a eue. Vous avez davantage le goût de vivre?
c'est encore très, très étrange. Parce qu'à certains moments, je me dis, j'aurais mieux fait de rester dans cette tour et de disparaître avec elle. Tellement ça a été douloureux. Et puis, au fond de moi, il y a eu ce désir animal de vivre qui m'a porté et dont j'ai envie de faire profiter tout le monde maintenant. Le désir de vivre, effectivement. Moi, je crois qu'il faut savoir mettre les choses de côté et puis continuer. La vie est ainsi faite et on a de la chance, on est vivant, donc on continue et on ne s'intéresse qu'au futur. C'est ma philosophie propre. Jusqu'à présent, je n'avais jamais éprouvé le désir d'avoir des enfants. Et Victoria et moi en parlions souvent, mais je... Votre femme? Oui. Et maintenant, c'est différent. Je souhaite avoir des enfants. Parce que j'ai ce désir de faire passer d'une certaine manière notre amour qui nous a permis de passer à travers ces événements à une étape supérieure. Ça a été une année difficile, au point où en septembre dernier, Bruno et Jean ont tous deux sérieusement songé à quitter New York. Aujourd'hui, plus question de partir, ils restent dans leur ville d'adoption. Les plaies se cicatrisent, le temps fait son œuvre. Après la pause, survivre au choc du 11 septembre, un entretien avec un psychologue qui a traité des victimes.